Jongleur des mots, dompteur d'idées. Mathieu Bock-Côté, tout un spectacle cérébral. Alors, c'est encore moi, et c'est la période, la séquence des éditos. Et en fait, je vais vous parler de deux thèmes aujourd'hui qui ne sont pas liés, je le précise, mais qui me semblent d'égale importance, un au Québec et un plus largement. Vous avez vu probablement, il y a quelques jours, au Festival de Cannes, il y a eu la remise du prix d'interprétation féminine, et s'était remis un quatuor d'actrices, mais parmi ce quatuor d'actrices, l'une d'entre elles était autrefois l'un d'entre eux. J'entends par là que c'est une femme trans, donc une femme, enfin, un homme biologique qui a transitionné à la fois socialement et sur le plan hormonal pour se définir désormais comme femme. Et ce que l'on voit en ce moment en Europe, ça a suscité une petite polémique en France parce que plusieurs se disent, et c'est un constat qu'on fait dans beaucoup de domaines de notre société aujourd'hui, on est dans une société qui se veut féministe, je dirais même qui se veut plus féministe que jamais, mais c'est une société qui, en même temps, n'est plus capable de définir ce qu'est une femme. C'est-à-dire, ce qui est une femme, autrement dit, ce qu'on pourrait appeler, c'est l'expression, c'est la femelle du genre humain à l'âge adulte, hein, c'était la définition un peu classique de la femme. Et là, aujourd'hui, cette définition nous semble terriblement régressive parce qu'on s'est convaincu depuis pas 10, 15, 20, 30 ans, mais depuis quelques années, on s'est convaincu qu'être femme, ou être homme, soit dit en passant, mais c'est souvent plus être femme qu'être homme, c'est une question de ressenti. Il suffirait de se sentir femme pour l'être. Donc là, ce qu'il fait, et ça on le voit, donc on l'a vu à Cannes, dans la classe politique française, différentes personnes, chez les intellectuels, chez les journalistes, il y en a qui disent, bon, mais finalement, est-ce que c'est une femme au sens strict qui a eu le prix d'interprétation féminine, ou est-ce qu'on est devant une forme de confiscation de la référence au féminin? On me dira, bon, dans le cinéma, c'est peut-être moins grave, mais cette question se pose dans d'autres domaines de l'existence. Pensez par exemple à la présence de plus en plus documentée d'hommes biologiques devenus femmes dans les compétitions sportives féminines. Dans la nage, on le voit, dans la course, on le voit. Il y a une injustice flagrante et plusieurs femmes jugent que c'est absolument injuste que quelqu'un qui a une structure osseuse, une masse différente, mais imaginez, toi, fait la carcasse masculine, concurrence avec eux, et puis compétitionne avec eux, dis-je, et l'emporte parce qu'il y a une espèce de bris du rapport de compétition. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une injustice, quelquefois des injustices pratiques liées aux conséquences sociales de la transition de genre présentée comme une nouvelle norme? De la même manière, dans les prisons pour femmes ou les maisons pour femmes violentées, on a eu un cas en Écosse il y a 2 ans, je crois, si je ne me trompe pas, où un homme qui s'identifiait désormais comme femme, mais qui avait un passé d'agresseur de femmes, au temps où il était homme, voulait être installé, voulait se faire transférer, dis-je, dans une prison pour femmes. Je pense que tout à fait légitimement, les femmes se disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là exactement? Et et là, donc, on nous dira, oui, mais c'est des cas exceptionnels. Mais ce ne sont plus des cas exceptionnels. Il y a quelque chose comme une idéologie qui pousse aujourd'hui et qui frappe surtout les plus jeunes générations, à déstabiliser l'identité psychique et l'identité sexuelle au sens large des jeunes générations en disant, globalement, ton sexe n'est plus une variable structurante de ton identité. Ce qui est important, c'est ton ressenti de genre. Donc, tu te regardes dans le miroir et il se peut que tu aies une anatomie menteuse. Ton anatomie ne dit rien de toi et on pousse la jeune génération de plus en plus à se questionner en se disant c'est une manifestation d'émancipation, du libre arbitre, de l'autocréation de soi que de décider de son genre sans lien avec son sexe. Sauf que la réalité existe. La réalité n'est pas un fantasme idéologique. La réalité n'est pas une pure expression de ma volonté du moment. Je veux dire, voudrais-je être une femme que je ne le pourrais pas? Je suis un homme, c'est factuel, c'est pas une opinion. Une femme voudrait-elle être un homme qu'elle ne pourrait pas? C'est pas une opinion. Elle est femme, je suis homme. Ensuite, on me dira, oui, il y a la dysphorie de genre. Et je suis d'accord, il y a des cas de dysphorie de genre qui méritent qu'on s'y porte attention. Donc ça, mais c'est très rare, la dysphorie de genre. Des gens qui sont vraiment nés dans un corps étranger au leur. Et là, il y a des soins pour les aider, pour les soutenir. Mais ça demeure l'exception. Or, de cette exception, on a fait une norme de plus en plus. On a fait une norme, et c'est une idéologie très présente aujourd'hui. On l'a vu il y a 2-3 semaines à l'Eurovision en Europe, à le grand concours musical. Et là, qu'est-ce qu'on voyait? C'est une célébration de l'idéologie transradicale, de la non-binarité comme nouvelle norme.
Et on pourrait dire l'être humain à l'ancienne, l'homme-homme ou la femme-femme, était vu comme une espèce de reste du vieux monde qui traînait à l'écran. Que faisait-il là, ces résidus du monde d'hier? Et combien de parents aujourd'hui ont peur de voir leurs enfants aller à l'école et revenir à la maison en disant Papa, finalement, je ne m'identifie plus comme mon sexe, je ne suis plus un garçon, je ne suis plus une fille. Bon. Donc, il y a des angoisses immenses autour de ça. Et la meilleure manière de faire taire ce débat, on l'a constaté depuis un temps, c'est d'accuser tout le monde de transphobie. Transphobie, 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 transphobie. Mais cette accusation de transphobie, c'est une manière, premièrement, d'abolir la science, deuxièmement, d'interdire la réflexion sur une idéologie qui a des effets sur la jeune génération et qui a des effets qui seront réels et qui entraînent souvent des mutilations physiques dans les jeunes générations, chez les jeunes femmes notamment. Donc, on a des inquiétudes fort légitimes, je crois, mais on cherche à les faire taire en disant transphobie. Je pense qu'il est temps d'en finir avec cette accusation de transphobie. Et là, j'insiste, ça ne veut pas dire qu'on manque de respect envers les personnes qui se croient aujourd'hui de notre sexe, de notre genre, qui sont en transition sociale ou hormonale ou chimique. C'est pas la leçon. Toute personne a cette dignité, toute personne mérite le respect. Mais cette idéologie qui pousse au grand basculement psychique et culturel et anthropologique, je crois, mérite qu'on s'y attarde autrement qu'en disant transphobe, transphobe, transphobe. Deuxième sujet, sur un autre registre, mais qui est très important pour les Québécois, vous avez noté depuis quelques jours, j'en parlais hier avec Alexandre Dubé, on se questionne sur Philippe Couillard, hein, le retour de Philippe Couillard, puis là les gens se demandent mais pourquoi les libéraux nous le remettent de l'avant comme si c'était la plus belle invention depuis le pain étranger, et puis là on nous dit ah, mais Philippe Couillard était formidable dans le fond. Les libéraux nous disent ça. Mais le discours, c'est il a été rejeté par les Québécois pour ses politiques d'austérité. Si c'était pas des politiques d'austérité, les Québécois ne l'auraient pas congédié aussi brutalement. Et je pense que c'est une erreur du commentariat, c'est une erreur des analystes politiques que de croire que Couillard était d'abord congédié pour cela. Les raisons profondes de son congédiement électoral touchaient à son mépris fondamental des préoccupations identitaires des Québécois. Philippe Couillard, c'est l'homme qui considérait que les Québécois, lorsqu'ils exprimaient une forme de nationalisme, même le plus modéré, étaient déjà dans l'intolérance. Hein, lorsque les nationalistes s'inquiétaient pour l'immigration, les signes religieux, là, on disait qu'on souffle sur les braises de l'intolérance. C'est le premier ministre qui a dit aux employés d'usine, vous devez apprendre l'anglais pour être capable de parler au boss de l'étranger s'il vient vous parler. C'est celui qui avait déjà oublié de parler français de mémoire, c'était en Islande, hein, comme si c'était de trop le français. C'est un premier ministre qui fondamentalement n'aimait pas les Québécois, qui les sermonnait, qui les regardait de haut, qui se méfiait d'eux, qui n'était pas seulement opposé à l'indépendance du Québec, ce qui est dans son droit le plus élémentaire, mais qui considérait que le Québec s'affaisserait et s'effondrerait s'il avait l'audace de l'indépendance. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que trop d'analystes ne sont pas capables de prendre au sérieux la question identitaire, la question nationale. Pour eux, ils sont dans une forme de synthèse marxiste libérale de manière un peu caricaturale. C'est-à-dire, pour eux, il n'y a que l'économie, le social, l'économie, le social, l'économie, le social. Et ils oublient que les individus sont aussi des êtres de culture, des êtres d'identité, des êtres qui se projettent dans une communauté historique, des êtres qui ont le souci d'assurer la transmission de leur identité au fil des générations. Or, mais quand on décide de balayer ça comme analyse, parce que ça a l'air national, ça a l'air ceinture fléchée, ça a l'air à l'ancienne, pourquoi on s'intéresserait à ces questions-là? Dans les faits, on se condamne à ne pas comprendre les motivations électorales de bien des Québécois. Pourquoi François Legault a eu le succès que l'on connaît en 2018, parce qu'il délivrait les Québécois d'un gouvernement qui les méprisait, parce qu'il affranchissait les Québécois d'un interdit autour de la question identitaire et parce qu'il a permis d'avoir la laïcité qui correspondait à une demande qui était là, une aspiration depuis plus de 10 ans, depuis 2007-2008. Pourquoi Pierre-Éliott Trudeau a laissé un aussi mauvais souvenir dans la mémoire des Québécois? Parce qu'il traitait les Québécois à la manière d'un vil petit peuple sans envergure. Je pense que beaucoup de chroniqueurs, d'éditorialistes, d'analystes, de journalistes devraient intégrer dans leur logiciel d'analyse l'importance de la question identitaire et comprendraient mieux les mouvements de l'opinion qu'ils prétendent vouloir ensuite expliquer. C'était le deuxième édito.